Salut à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle édition de l'émission Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, incursion dans une exposition événement. Depuis ce 7 mars et jusqu'au 7 juin 2025, le musée Blue Penny propose gratuitement une exposition consacrée à Malcolm de Chazal, peintre et homme de lettres mauricien connu pour sa vision unique et hors norme. L'exposition s'inscrit dans la continuité d'une autre manifestation organisée à Paris l'année dernière. Pour ce volet mauricien, le musée Blue Penny réunit une bonne quarantaine de tableaux de Malcolm de Chazal provenant de collections privées et d'institutions sponsorisant l'événement. Autour de ces peintures, une myriade d'objets et de publications évoquant la vie, les rencontres et surtout la production littéraire prolifique de cet homme qui était également poète, essayiste et dramaturge. Bon, en fait, ça remonte à l'exposition Matisse, parce qu'on avait fait une exposition Picasso, ensuite on a fait une exposition Matisse en 2022. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est très bien d'exposer des grands artistes du XXe siècle européen ici, mais ça ne serait que justice d'exporter une exposition Malcolm de Chazal en plein Paris, puisque c'est à Paris que Malcolm de Chazal a été reconnu. Donc du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une exposition Malcolm de Chazal à Paris. C'est comme ça qu'est né le défi. Après, on a fait une exposition Malcolm de Chazal à Paris qui a été inaugurée en août dernier, qui a duré jusqu'à janvier. Et après quoi, j'avais préconisé et voulu que l'exposition qui était là-bas, non pas vienne ici, mais qui est une autre exposition Malcolm de Chazal, ce ne sont pas les mêmes tableaux qui étaient là-bas, et qui est une autre exposition Malcolm de Chazal ici, à Maurice aussi, parce que faire une exposition Malcolm de Chazal à Paris, c'est très bien, mais il faut aussi penser aux Mauriciens. Et donc, du coup, on a fait aussi une exposition Malcolm de Chazal ici, bien moindre, puisque celle de Paris était avec 160 tableaux, et celle d'ici est avec presque une cinquantaine. En fait, Malcolm de Chazal, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a commencé à peindre très tard, en fin de compte. C'est-à-dire que il est né en 1902 et il meurt en 81. Et donc, il se met à peindre seulement dans l'année 57-58, quoi. Bon, il a peut-être peint avant, ça on ne sait pas. Enfin, il n'en reste pratiquement rien aujourd'hui. Mais il se met à se décider à se mettre à la peinture en 57-58. C'est une prise de décision. Il a sa première exposition en 58, et donc à Rosil. Et là, il se décide pour la peinture à l'huile au début. Donc il y a quelques peintures à l'huile qui sont dans l'exposition, qui sont des peintures à l'huile sur panneau, sur toile, etc. Il s'est même essayé au pastel. Là, derrière moi, j'ai le seul pastel qu'on lui connaisse, qui est unique. On ne lui connaît aucun autre pastel, donc ce qui prouve quand même qu'il a essayé plein de trucs avant de se lancer complètement. Puis dès qu'il a trouvé ou retrouvé la gouache, là il ne l'a plus lâché, parce que c'est quand même, la gouache est commode. Je ne dis pas qu'elle est facile, mais elle est commode d'emploi. Et puis on en trouve à Maurice. À l'époque, il ne faut pas oublier que c'était quand même compliqué de trouver de la peinture à l'huile, d'en acheter, d'en faire venir. Et puis la peinture à l'huile sur papier, c'est pas mal, mais il vaut mieux la faire sur toile quand même. Et tout. Donc c'est toute une... la peinture, c'est toute une cuisine, la peinture à l'huile. Tandis que la gouache, honnêtement, c'est quand même quelque chose de facile d'emploi, aussi de rapide. Et la pensée de Malcolm de Chazal est rapide. Donc ça lui convenait parfaitement, quoi. Il était à l'aise dans ce médium. Alors ça, ce sont des peintures à l'huile. Et quand il s'est essayé à la peinture à l'huile, c'est vrai que la thématique a été complètement différente de ce qu'il a fait quand il a fait de la gouache. En ce sens que dans la peinture à l'huile, premièrement, les sujets religieux sont beaucoup plus présents, donc au tout début. Donc là, c'est une tête de Christ. Vous avez d'autres tableaux qu'on avait exposés donc à Paris, comme L'Inconscient, Adam et Ève, enfin vous voyez les styles de titres. Et donc plus porté vers le religieux, vers le spirituel,
mais aussi plus sombre, plus tourmenté, enfin, où ne transparaît pas forcément le bonheur comme ce sera le cas. On peut dire vraiment que dès l'instant qu'il commence les gouaches, c'est le bonheur qui jaillit. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. C'est un peintre infiniment heureux et qui peint le bonheur. Le bonheur de la vie, le bonheur de la nature, le bonheur d'être dehors, le bonheur de Maurice. Et donc il peint ça. Dans la philosophie de Swedenborg, il est question quand même de synesthésie, c'est-à-dire de correspondance entre les sons, les couleurs, les formes, etc. Et Malcolm de Chazal, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que quand il dit qu'il est au jardin botanique de Curpipe et il s'adresse à une fleur et la fleur lui répond, bah c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le monde entier te répond, pourvu que tu entendes le message. Et donc il est dans cette spiritualité-là qui ne sépare pas l'humain même de l'objet. Il y a des carafes là ici qu'il a faites, c'est quasiment anthropomorphique en fait. Et donc il ne sépare pas l'humain de l'animal, du végétal, ni même du minéral. Pour lui, une montagne, c'est vivant. Donc toute sa vie reflète cette espèce d'unisme, il utilise ce mot, d'unisme avec la nature. On reconnaît un Chazal de premier coup d'œil. Hein. Quand vraiment, enfin, je veux dire, il y a quand même des constantes. Hein, par exemple, le noir qu'on voit comme fond pour des fleurs, souvent il peint la mer noire, étonnamment, même le soleil noir. Donc ça, c'est des trucs profondément originaux et qu'il manie lui-même, qu'il décide que le noir, parce que le noir est la meilleure couleur pour faire jaillir les autres couleurs. Les vraies couleurs, comme si. Je ne pense pas qu'on puisse le mélanger avec un autre peintre, justement. Pour moi, on le reconnaît. Et même d'ailleurs, je dois dire qu'avec Hélène Baligadou, avec qui j'avais fait l'exposition à Paris notamment, et puis même ici aussi on a travaillé ensemble, à chaque fois on s'entendait parfaitement quand il y en avait un qui nous posait un problème. C'est-à-dire qu'on a tout de suite senti quand c'est pas un vrai de Chazal. Il y a des trucs qui trahissent, quoi. Parce que c'est quand même une peinture qui a un peu vieilli, la gouache c'est fragile, c'est sur papier, donc si jamais ça a été roulé, bon bah vous imaginez, c'est pas si facile que ça de conserver des tableaux comme ça. Et donc on reconnaît des Malcolm de Chazal à la fois à la qualité de la peinture, son degré de conservation, son vieillissement, et puis aussi par ses thématiques, hein, parce que bon bah on croirait comme ça en les regardant de l'extérieur, et c'est justement le piège. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme quand j'étais petit, les gens disaient « Ah ouais, Picasso, mais ça, mon fils peut le faire. » et tout. Combien de fois j'ai entendu ça quand j'étais gamin? Alors que non, c'est pas possible. Pour la bonne et simple raison que quand vous prenez un tableau de Malcolm de Chazal, parfois vous avez même 5 ou 6 paliers de perspective. C'est-à-dire, vous avez le ciel au dernier plan, les montagnes, les bateaux sur la mer, d'autres bateaux sur la mer plus proche, le premier plan, la terre. Donc ça fait vraiment un nombre de... Ça fait une connaissance de la perspective aérienne, et surtout de la perspective linéaire, qui est beaucoup plus poussée qu'un enfant pourrait faire que peut-être vers l'âge de 14-15 ans s'il est doué. Donc c'est un raisonnement qui est faux. Ensuite, souvent les gens disent que c'est une peinture naïve. Et moi, je ne pense pas du tout. Premièrement parce que c'est hyper réfléchi et hyper construit. Ne serait-ce que l'encombrement du sujet dans la feuille, mais ça va jusqu'au bord, quoi. Parfois, il est obligé de contorsionner sa signature pour pouvoir la caser tellement il a pris de place pour le sujet, quoi. Donc c'est hyper construit, hyper prévu, il y a toujours des traits de crayon préalables, il a toujours pensé les choses à l'avance. Par contre, c'est très rapide de facture. C'est-à-dire que c'est comme sa pensée quand il écrit. Sa pensée, elle est aphoristique. Et alors, ce qu'il y a de fondamental, justement, c'est que ces peintures, c'est la même personne qui a fait les peintures et qui a écrit. Et du coup, tu ressens ça dans la peinture de Malcolm de Chazal, parce que vraiment,
l'écriture aphoristique de Sens Plastique, tu retrouves complètement tout ce qu'il dit sur la jouissance de la peinture, sur la gestuelle de la peinture, sur la jubilation de la peinture, de la couleur. Tu le retrouves dans son œuvre ensuite. C'est sûr que dans l'exposition, on peut voir dans les vitrines à peu près une cinquantaine de livres. Et moi, il y en a que je n'avais même pas eu connaissance de l'existence, quoi. Je vois là le livre de conscience, j'avais jamais entendu parler. Bon, maintenant, moi, je suis comme tout le monde, j'ai eu la chance de commencer par Sens Plastique. Et Sens Plastique, vraiment, c'est un texte absolument génial parce que je connais personne qui ait parlé autant de la peinture, de l'intérieur de la peinture, c'est-à-dire de la personne qui le fait, à tel point que Sens Plastique date de 1947 et ses premières peintures exposées de 1958. Donc, c'est-à-dire 11 ans plus tard. C'est bien qu'on se pose la question, parce que quand moi j'avais lu Sens Plastique, je m'étais dit les deux sont liés, quoi. Je veux dire, c'est évident que quand on voit ces peintures, on est en accord complet avec sa formule de Sens Plastique. Mais non, il a quand même attendu 11 ans avant de produire ce qu'il a produit. Après, par contre, il ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire, entre 1958 et 1981, l'année de sa mort, il n'a pas arrêté jusqu'à la dernière semaine. Donc, c'était en plus très, très prolifique, parce que comme il pouvait être rapide, grâce à la gouache, et donc il pouvait en produire plusieurs par jour. Donc, nous, on en a produit 200 au total, plus de 200 entre cette expo-ci et l'expo qui était à Paris. Mais avec Hélène Baligadou, on a vite compris que peut-être il fallait multiplier par 10, c'est-à-dire à plus de 2000 au total, quoi, qui doivent être dispersés parmi les gens, parmi les familles. Mais il avait quand même des hauts et des bas, ça c'est clair. À Maurice, on le considérait comme ce qu'on dit en France, le fada, quoi. C'est-à-dire le gars, tu sais, le gars qui a publié un truc là, un peu. Malheureusement, c'était très méprisant, méchant. Il y avait de la méchanceté, hein. Il a vécu de la méchanceté. Il y a des gens qui étaient méchants avec lui. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1947, quand il a publié Sens Plastique, il faut savoir que Sens Plastique a été d'abord publié à Maurice. Il en avait publié 500 exemplaires. En 6 mois, il en a vendu 4. Je suppose à de la famille en plus. Donc, il était désespéré. Vous vous rendez compte, vous publiez 500 exemplaires et vous en vendez 4. Mais il a eu le bon réflexe. C'est là qu'on voit qu'il était malin aussi, parce qu'il a publié les 496 qui lui restaient. Il a décidé d'en envoyer une bonne partie à des gens connus, des gens célèbres, en écrivant aux éditeurs. Donc c'est comme ça qu'il en a envoyé à Jean Paulhan, à André Breton, à Francis Ponge, un très grand poète, à Jean Dubuffet, un très grand peintre, etc., etc. Ils ont été lus, et notamment par Jean Paulhan, de Gallimard, qui dirigeait à l'époque la NRF Gallimard, après la guerre. Et Jean Paulhan a dit, mais attends, ce gars-là, ils ont tous crié au génie. Ils ont tous dit que bon, il y avait un nouvel auteur qui avait une nouvelle façon d'écrire, qui était complètement neuve, avec une jouissance de l'écriture, et du verbe, bon, ils étaient éblouis. Ils étaient réellement éblouis. Quand on lit ce qu'écrivaient Jean Paulhan ou Francis Ponge ou André Breton, ils étaient réellement éblouis. Et puis, donc, ce qui fait qu'il a été célèbre. Il ne faut pas oublier qu'il était vraiment dans le milieu germano-pratin, comme on appelle. À Paris, il était vraiment connu et il a été célèbre comme il fallait. Le problème, c'est qu'après, du coup, à Maurice, c'était absolument plus possible de dire qu'il était le fada, quoi. Donc du coup, le mépris s'est replacé sur les dessins, sur la peinture de Chazal, alors qu'il y avait une originalité incroyable, qu'on retrouve la même pensée,
ça respire vraiment la couleur, des utilisations des couleurs. Il n'y a personne en France qui utilise des couleurs comme ça à cette époque-là, hein. Donc, je veux dire par là des couleurs hyper saturées, hyper peu mélangées, et mises en valeur, par exemple, par des fonds noirs ou autres. Et donc, il est le premier à avoir aimé la couleur et à ne pas avoir hésité à mettre un vrai bleu avec un vrai jaune, avec un vrai rouge à côté. Ça ne le gêne pas, au contraire. Alors qu'en France, c'était plutôt des calculs, des mélanges. Et lui, les couleurs gris et cacadois, il ne connaît pas, quoi. C'est vraiment une couleur, ça doit être une couleur, une vraie, comme il y a à Maurice. Peut-être d'ailleurs, tu sais que quand il fait cela, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est pas comme dans les années 70 en France, etc. C'est-à-dire les gens s'habillent encore en gris en Europe. Ils sont en gris, en bleu marine. T'as personne il faut vraiment attendre les années 50, 60 pour qu'à ce moment-là, par exemple, les femmes commencent à mettre des robes rouges ou je sais pas, mais c'était quand même plutôt grisonnant à l'époque. Donc, quand tu vois sa peinture, tu retrouves un petit peu, parce que ici c'était le cas, tu vois, en plein champ de Cannes, tu pouvais très bien avoir une femme en sari orange, safran. C'était assez courant, les gens ils savaient s'habiller avec un tissu qui était magnifique, c'est tout. Et donc, il reflète un peu cet amour de la couleur, ce côté un peu savant aussi du mariage des couleurs entre elles. Portrait par Matossi, par exemple, qui est un Malcolm de Chazal jeune, est magnifique, quoi. Vraiment, la profondeur les reliefs du visage, les reflets, à travers les lunettes, les yeux, tout ça, c'est nickel, quoi. C'est vraiment très classique, mais vraiment, on retrouve l'homme au menton, voilà, c'est vraiment son portrait, quoi, il n'y a aucun doute. Et puis, on a la chance de l'avoir, et puis la caricature de Mervin, mais des portraits de Malcolm de Chazal, je ne pense pas qu'il y en ait des tonnes. L'un des biographes qui aura fait une incursion intime dans la vie de Malcolm de Chazal, c'est Bernard Violet. Il aura été un témoin privilégié de quelques tranches de vie de l'artiste que le musée propose de voir. Qui, pendant la poésie de l'avenir, a dit « La poésie, c'est les noces du mystique, de l'inconscient et du conscient. C'est-à-dire, par l'union du conscient et de l'inconscient, l'homme... » C'est-à-dire Bernard Violet, il s'est avéré qu'en fait, il était à Maurice pendant presque une année, plus de 6 mois, en 73. Et donc, en fait, je ne sais pas trop comment il a connu vraiment Malcolm de Chazal, mais il a compris qu'il fallait rester avec lui. Et comme il avait une caméra, je crois qu'il était en fait plus ou moins dans l'armée, en fait. Peut-être à faire son service militaire, un truc comme ça. Ou sa coopération. Et puis, bref, il a vu Malcolm de Chazal et il s'est mis dans la tête qu'il fallait qu'il l'accompagne et puis qu'il lui propose carrément de le laisser parler, de le voir et tout. Donc, il n'y a pas beaucoup d'images de lui où on le voit marcher, aller dans une voiture, s'adresser au téléphone à des gens, etc. Donc on le voit vivant dans ce film. Et c'est extrêmement touchant de voir d'avoir ces images où il est actif, pas seulement des photos. Et puis il y a même dans le film aussi, il y avait un Sega donc, à l'époque qui existait sur Malcolm de Chazal. Et il est aussi dans le film. Et d'ailleurs, le Sega dit un peu tout, parce que ce Sega-là dit bien Malcolm de Chazal, nous pas comprends toi, etc., etc. Et qui dit bien, en fait, qu'il n'était pas très compris, quoi. Le Sega se résume à ça. Malcolm de Chazal, on ne te comprend pas, quoi. Et quelque part, ça dit la vérité.
Bon, en règle générale, c'est toujours, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut du relationnel, quoi. Il faut connaître les gens, il faut qu'ils vous fassent confiance, donc il faut une connaissance mutuelle. Et puis il faut que ces gens-là aussi soient généreux. C'est l'occasion de le dire parce que franchement, c'est pas évident de. J'ai un prêteur, par exemple, particulier qui habite Maurice et qui en avait prêté 44 pour aller à Paris, donc c'était énorme. Et voilà, quoi. Maintenant, il y en a 48, je crois, dans l'exposition. Les prêteurs vont accepter de prêter, mais à condition que ce soit assuré, bien sûr, et ce qui est la moindre des choses. Et parfois, les montants d'assurance sont tels. Par exemple, pour Mathis, il avait fallu avoir un assureur d'assureurs. C'est-à-dire que la Lloyds couvre la Swan qui couvre l'expo. Donc voilà, c'est à peu près ça, c'est comme ça que ça se monte. Et puis ça se monte sur une réputation, en fait. Parce que si tu ne l'as jamais fait, c'est pas évident que les gens te fassent confiance. Si tu l'as déjà fait et qu'il n'y a pas eu de problème, bah, ça devient déjà un peu plus évident. Si tu as eu des problèmes, là, ça, c'est même pas la peine d'y compter. Donc voilà, quoi. C'est une question de réputation, de relationnel, et puis bon, de toute la logistique qui est autour. Hein, parce que bon, il faut du fret, il faut des assurances, il faut de l'emballage, il faut de tout, plein de trucs, quoi. Les douanes. Bah, en général, le trait commun, c'est qu'ils sont généreux. Je peux pas dire le contraire quand même. Hein. Bien au contraire d'ailleurs. C'est pas évident hein, de se séparer quand même d'œuvres pendant un certain temps. Et il faut souligner qu'à Paris quand même, ça a nécessité de les prêter 4 mois. Et j'ai un prêteur qui a prêté à Paris et qui a prêté d'autres tableaux ici. Donc il s'est séparé de ces tableaux grosso modo pendant quasiment une année. Hein. Puisque cette histoire va finir en juin. Elle avait commencé en juillet, quoi. Donc une année sans ces tableaux, c'est pas évident. Mais après, ben, il y a des entreprises comme la MCB, comme Beachcomber, comme la galerie d'Idus aussi, qui avait quelques Malcolm de Chazal. Et puis des particuliers que je ne peux pas citer parce que bon, ils ont droit au silence. Malcolm de Chazal, exposition temporaire, vous attend au musée Blue Penny jusqu'au 7 juin 2025. L'entrée est libre et gratuite, une chance inouïe donc de faire immersion dans l'œuvre de ce créateur mauricien que l'histoire reconnaît comme génie littéraire et artistique. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette édition. Avant de clore, petite invitation à cet événement qui vous attend à Flic en Flac. Anari Hotel and Spa accueille jusqu'au 6 avril 2025 In Colorful Liberty, exposition collective réunissant 7 artistes locaux avec chacun leur griffe distinctive. Veuillez noter aussi que ce 29 mars 2025, à partir de 18h30, l'exposition propose aussi un live painting session avec option dînatoire au Anari Hotel and Spa. Sur cette note colorée, nous arrivons au bout de la ligne de cette édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez en ligne.